intéressons-nous aux apports de l'économie industrielle, ce que l'on appelle la mésoéconomie. Alors, cette mésoéconomie est quelque part coincée entre la microéconomie, qui, je vous le rappelle, étudie le comportement des agents économiques en particulier, le comportement d'une entreprise ou le comportement d'un consommateur, et puis la macroéconomie qui, elle, a une approche très globale, puisqu'elle va s'intéresser aux agrégats, elle va s'intéresser au fonctionnement d'une nation, par exemple de l'économie nationale, donc en s'intéressant à la formation du produit intérieur brut, des exportations, de l'investissement, de la formation brute de capital fixe, du revenu des ménages, etc., etc. Eh bien, la mésoéconomie est un niveau intermédiaire puisqu'elle va s'intéresser essentiellement au niveau des structures productives, à l'économie d'un secteur, donc. Et effectivement, l'économie industrielle, est là, elle est bien au-dessus du niveau microéconomique parce qu'un secteur, c'est un ensemble d'entreprises qui sont à la fois concurrentes, mais qui sont aussi complémentaires, donc un ensemble d'entreprises interdépendantes. Et puis, en dessous du niveau macroéconomique, puisque, évidemment, un secteur d'activité ne représente qu'une partie de l'activité nationale. Donc, nous allons nous intéresser à cette définition de la mésoéconomie, et particulièrement celle qui en a été présentée par un des auteurs essentiels de l'économie industrielle, qui est Bain, économiste américain, qui, dans la première partie du XXe siècle, a été le producteur d'un outil qui est riche d'enseignements jusqu'à nos jours, qui s'appelle la séquence SCP. SCP pour structure, comportement, performance. Alors, je me suis permis, dans la petite représentation qui suit, de rajouter effectivement un quatrième temps à la séquence de Bain, qui est un rajout en fait qui a été que l'on a pu noter avec l'évolution de la théorie à partir des années 50. On a rajouté au modèle structure, comportement, performance, une catégorie de plus en amont qui sont les conditions de base. Alors quelle est l'idée ? Précisément ces conditions de base, c'est-à-dire les caractéristiques de l'environnement, la nature et l'importance du progrès scientifique, les caractéristiques générales de l'offre, par exemple le degré de concurrence entre les offreurs ou le nombre d'entreprises dans un certain nombre de secteurs, et la demande, est-ce que la demande est solvable, est-ce qu'elle est diversifiée, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les conditions de base. Alors ces conditions de base vont déterminer en grande partie la structure du marché, c'est-à-dire le degré de concentration des entreprises notamment, le degré de concentration de l'offre, les possibilités de différenciation des produits, puisque cette différenciation des produits va dépendre d'une part effectivement de la réalité de la concurrence entre les entreprises, et puis d'un certain nombre de caractéristiques de la demande, puisque ce sont finalement les demandeurs qui sont à la recherche de différenciation de produits. Tout cela va déterminer le mode de concurrence qui prévaut entre les entreprises. Est-ce que c'est une concurrence plutôt par le prix ou une concurrence plutôt par l'innovation, la qualité des produits, les caractéristiques des produits, voire la communication. Et enfin, dernier élément structurel du marché qui est d'importance, les conditions d'accès au marché. Est-ce qu'il existe de fortes barrières à l'entrée des marchés ou non ? Donc, les conditions de base qui déterminent très largement les structures de marché. De ces structures de marché vont découler des adaptations des entreprises en particulier, et c'est donc le moment du comportement. Le comportement, finalement, c'est la stratégie adaptée par les entreprises, et donc cette stratégie adaptée par chaque entreprise dans un secteur donné est une réponse, si vous voulez, à l'intensité des forces qui prévalent ou qui agissent dans ce marché ou dans ce secteur. Donc, quelle stratégie en termes de prix, en termes de volume, produit, en termes d'innovation, par exemple. Ces comportements sont plus ou moins adaptés aux réalités de la structure du marché et aux conditions de base, et donc vont donner évidemment des résultats qui sont différents. Ces résultats, c'est le temps de la performance. Et la performance, pour des entreprises, ça se mesure bien sûr évidemment en termes de profit, en termes de volume et de taux de profit, mais aussi en termes de part de marché, en termes d'innovation, en termes de notoriété, voire en termes d'image. Donc voilà cette séquence SCP. Et donc finalement, l'économie industrielle, c'est regarder dans un secteur
finalement comment se déterminent ces 4 moments de la séquence, hein, et donc d'expliquer pourquoi, à un moment donné, dans un pays particulier, eh bien, il va se passer telle ou telle chose dans tel ou tel secteur. Donc c'est effectivement notre objet d'étude. Alors, les caractéristiques donc, de la séquence expliquent notamment la localisation des firmes, puisque effectivement, par exemple, en fonction des conditions de base d'un secteur, une demande particulièrement importante, eh bien, des nouveaux entrants vont se présenter ou des investissements supplémentaires vont arriver dans un secteur. Dès lors, bien évidemment, que les barrières à l'entrée, caractéristiques des structures du marché que nous venons de voir, ne sont pas trop importantes. Et en fonction de ce que vont proposer ces nouveaux entrants, le type de stratégie qu'ils vont proposer, eh bien, ils vont obtenir un certain nombre de résultats, donc des performances plus ou moins intéressantes pour eux. Notons que cette séquence n'est pas une séquence mécanique, linéaire, puisque, effectivement, on peut s'apercevoir que les performances, eh bien, elles vont contribuer à modifier les conditions de base et la structure du marché. Et donc, il y a une sorte d'interaction entre tous les temps de cette séquence. Alors, le pionnier de l'économie industrielle, en ce qui concerne donc nos problèmes de localisation et de développement de certains secteurs, alors que d'autres, au contraire, ne se développent pas, c'est très probablement le néoclassique Alfred Marshall, donc, qui est un homme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Alors, premier apport d'Alfred Marshall qui est important pour notre problématique, eh bien, ce sont la mise en évidence des rendements croissants et des économies d'échelle qui sont liées à ces rendements croissants. Je vous rappelle que dans la théorie néoclassique, la théorie dominante, eh bien, les rendements sont sur le long terme décroissants, ce qui veut dire qu'il faut de plus en plus de facteurs de production proportionnellement pour obtenir une quantité plus grande de produits. Autrement dit, le coût unitaire du produit sur le long terme, eh bien, est croissant avec le volume de production. Eh bien, la théorie des rendements croissants montre effectivement l'inverse. Elle montre que quand on produit à grande échelle, eh bien, par le phénomène des coûts fixes, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut aboutir, et ce d'une manière assez durable, à une baisse du coût unitaire de production. C'est cette fameuse loi qui est connue sous le nom de loi d'économie d'échelle. Ce qui veut dire qu'en termes de localisation d'entreprise, eh bien, les entreprises ont intérêt à grossir, à se concentrer, et ont intérêt à produire de plus en plus sur un même territoire pour pouvoir bénéficier effectivement de ces économies d'échelle, donc de ces économies de coûts, et donc d'améliorer leur compétitivité prix. Donc ce concept de rendement croissant d'économie d'échelle est un concept vraiment essentiel pour comprendre pourquoi certains secteurs se développent dans tel ou tel endroit. Alors il y a aussi Marshall va développer un autre aspect très important pour nous, qui est la théorie de la concurrence imparfaite. Notez que les rendements croissants, avec l'idée qu'il y a derrière d'une concentration des entreprises, nous invite à raisonner en termes de concurrence imparfaite, puisque une des conditions de la concurrence parfaite, à savoir l'atomicité de l'offre, eh bien, n'est plus d'actualité avec cette loi des rendements croissants. Alors, la théorie de la concurrence imparfaite, c'est aussi de tenir compte précisément, outre de ces phénomènes de concentration des entreprises, et les entreprises rationnellement ont intérêt à se développer et à grandir plus que les autres, eh bien, il y a tous les phénomènes de différenciation et de concurrence qui se fait en dehors des prix, donc qui se fait sur les caractéristiques des produits. Et donc Alfred Marshall, évidemment, nous invite à une nouvelle réflexion sur ce type de concurrence qui modifie considérablement les relations qu'il peut y avoir entre les entreprises dans un territoire. C'est aussi le phénomène d'externalité qui est aujourd'hui si important dans le corpus économique. Donc des externalités, eh bien, ce sont des effets qui sont provoqués par l'action d'un agent et qui sont supportés par les autres, alors même que ces effets ne peuvent être incorporés dans le système de prix. Alors ces externalités, elles sont positives. Par exemple, une entreprise produit une invention en termes de recherche fondamentale. Cette invention n'est pas brevetable puisque c'est de la recherche fondamentale et donc toute la communauté peut l'utiliser pour la développer
et donner lieu à des innovations. Notre entreprise qui a initié cette recherche fondamentale ne sera pas rémunérée pour cette découverte qui va profiter aux autres. C'est donc une externalité positive. D'un autre côté, une entreprise chimique qui pollue l'atmosphère et donc qui fait que les riverains sont dérangés et donc qui fait que, par exemple, malheureusement, les riverains vont être atteints d'un certain nombre de maladies et que donc il va y avoir une prise en charge par la collectivité de ces maladies, eh bien, l'action de notre entreprise, donc l'action de pollution de notre entreprise, s'analyse comme une externalité négative puisque, effectivement, elle produit quelque chose que la collectivité va devoir financer alors qu'elle-même ne va pas comptabiliser dans son système de prix le coût engendré pour la collectivité. Donc on raisonne aujourd'hui beaucoup sur les conséquences de l'action des entreprises en termes d'externalité, soit positive, soit négative. Et donc cette réflexion, on la doit à Alfred Marshall. Alors, on s'aperçoit notamment que ces externalités positives, elles sont particulièrement prégnantes dans le modèle de ce qu'on appelle les districts industriels, c'est-à-dire là où un ensemble d'entreprises complémentaires ou éventuellement en plus concurrentes, mais c'est aussi des entreprises, mais ça peut être des centres de formation, ça peut être des laboratoires de recherche qui agissent tous autour d'un même domaine d'application, eh bien on s'aperçoit que ce district industriel va être producteur d'externalités positives, d'interactions positives, et que donc l'avantage de localiser dans une même zone un certain nombre d'activités ayant un rapport étroit les unes avec les autres, eh bien, est justifié théoriquement par ce phénomène d'externalité positive. Et donc quand nous étudierons plus en détail les pôles de compétitivité ou les modèles de clusters de type anglo-saxon, eh bien, nous verrons que ces interactions positives sont au centre de la réussite de cette occupation du territoire. Alors, mis à part donc ces pionniers, Bain sur la séquence SCP, Alfred Marshall par rapport à des préoccupations qui sont tout à fait contemporaines aujourd'hui, eh bien, il faut voir que l'économie industrielle a un petit peu éclaté dans un grand nombre de directions et qu'on peut distinguer 5 thèmes essentiels de recherche en économie industrielle à l'heure actuelle. Alors, économie industrielle ou des problématiques qui sont peu ou prou rattachées à cette économie industrielle.